Depuis quelques années, beaucoup de Français se posent des questions sur la réelle participation des citoyens dans les choix politiques qui sont faits. En bref, la question que se pose de plus en plus de monde, c'est « sommes-nous réellement dans une démocratie ?» Je me doute bien que chacun d'entre nous a déjà plus ou moins un avis sur la question. Avec cette vidéo, je vais vous proposer d'aller au-delà de nos simples impressions. On va essayer de répondre à cette interrogation en analysant concrètement la situation actuelle de la démocratie française. Je profite du début de la vidéo pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous invite aussi à activer la cloche pour être tenu au courant de la publication de toutes nos prochaines vidéos. On connaît tous la formule prononcée par Abraham Lincoln qui dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le mot démocratie vient du grec démokratia. C'est la contraction de démos qui signifie le peuple et kratos qui signifie le pouvoir. On comprend donc le pouvoir au peuple. Les premières formes de démocratie apparaissent justement en Grèce, à Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le fonctionnement politique repose alors sur deux instances. La première, c'est l'Ecclésia. Elle est formée par 30 à 60 000 citoyens sur un total de 350 000 Athéniens. Les citoyens étant des hommes majeurs et ne devant être ni étrangers ni esclaves. C'est donc à l'Ecclésia que sont modifiées et votées les lois. La deuxième instance est celle qui va préparer et rédiger ces mêmes lois. Il s'agit de la Boulée. C'est une assemblée constituée de 500 citoyens tirés au sort tous les 35 jours parmi les membres de l'Ecclésia. Actuellement, on a dans le monde de plus en plus de pays qui ont des fonctionnements décrits comme démocratiques, notamment depuis les révolutions en France et aux États-Unis de la fin du XVIIIe siècle. Mais toutes ces démocraties sont assez éloignées de la Grèce antique et globalement, elles sont bien moins directes. On va donc maintenant se concentrer sur les points forts et faibles de la démocratie en France de nos jours. Dans un premier lieu, il faut souligner que contrairement à de nombreux pays, comme par exemple les États-Unis, la France dispose d'un système de financement public des campagnes électorales. Ce qui signifie qu'a priori, la politique n'est pas réservée aux seules personnes qui en ont les moyens. Aussi, les élections françaises se déroulent habituellement de façon libre et transparente. Et d'ailleurs, les voix des citoyens ont toutes la même valeur, quelle que soit notre situation et nos moyens. On peut dire aussi que l'on respecte la voix de la majorité, c'est-à-dire que les choix politiques représentent, dans le pire des cas, au moins la moitié de la population. Il y a aussi les libertés fondamentales qui sont habituellement garanties. Je pense à la liberté d'expression, de réunion, de grève et de manifestation. On peut parler également de la division des pouvoirs qui reste, dans l'ensemble, assez bien répartie. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont représentés par des institutions différentes et ils sont indépendants. En démocratie, il est important que l'État ne s'occupe pas seulement des questions de défense et de sécurité. À ce moment, quand l'État prend en main les domaines de la santé, de l'économie et du social, on parle d'État-providence. Dans les problématiques sociales, la France est dans les pays les mieux protecteurs des plus fragiles. On y consacre par ailleurs 31% du PIB, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. Voici donc plusieurs points qui font de nous un État avancé dans beaucoup d'aspects de la vie démocratique. Mais on va voir de suite qu'en contrepartie, la France a aussi plein de défauts. Et je vous invite dès maintenant à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va pas se limiter à faire des critiques de notre démocratie, on va aussi essayer de réfléchir ensemble à l'amélioration de la situation actuelle. Pour savoir à quel niveau on se trouve en termes de démocratie, on peut se référer à un classement établi par le groupe de presse The Economist Group. On avait déjà parlé de ce classement dans notre dernière vidéo qui parlait de 5 républiques insolites dans le monde et que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Selon ce classement, la France est qualifiée de démocratie pleine, ce qui veut dire que le pays est parmi les meilleurs élèves en termes de démocratie. Mais attention, il faut noter que la France est tout de même 20e et qu'elle se place derrière des pays comme l'île Maurice, l'Uruguay et le Costa Rica.
Et même si on reste parmi les meilleurs, ça n'est pas une raison pour ne pas pointer du doigt ce qui ne va pas. Pour que le peuple puisse prendre des décisions, il a besoin de connaissances, donc d'informations, et donc d'avoir à sa disposition des médias indépendants avec de l'information de qualité et présentant divers points de vue. Pour commencer, nos médias ne sont pas indépendants. Ils sont majoritairement possédés par 9 milliardaires, à savoir Serge Dassault, Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère, Daniel Kretinsky et François Pinault. Pour ce qui est des médias publics, la présidente de France Télévisions est désignée par le CSA, le président du CSA est nommé par le Premier ministre, qui est lui-même choisi par le président de la République. Difficile de parler d'indépendance dans ce cas-là. Le fait que beaucoup de nos médias soient privés implique qu'ils ont pour objectif de gagner de l'argent. Pour cela, ils ont besoin de vendre des espaces publicitaires le plus cher possible, et pour cela, ils doivent avoir un maximum d'audience. Et pour cela, ils vont devoir produire un maximum de contenu divertissant, et ils vont traiter l'actualité de manière sensationnaliste. Si on parle de la question du pluralisme, dans les médias dominants, on constate que notamment sur les questions économiques, les opinions des éditorialistes sur les plateaux télé sont quasi exclusivement dans le sens du libéralisme. Cela s'explique par le fait que ces médias sont la propriété d'un petit nombre de puissants qui les utilisent comme un outil d'influence pour défendre leurs intérêts. Vous allez me dire que j'exagère et que je suis presque dans la théorie du complot, sauf que ce que je dis vient d'un rapport récent de l'ONG Reporters sans frontières qui annonce, à propos de la France, l'indépendance éditoriale des médias n'est pas assez assurée pour des raisons de détention capitalistique, de conflits d'intérêts qui sont plus grands qu'ailleurs. Les groupes de médias étant de plus en plus détenus par des gens qui ont des intérêts extérieurs et peuvent, le cas échéant, utiliser ces médias dans une logique d'influence. D'ailleurs, Reporters sans frontières a également établi un classement sur la liberté de la presse dans le monde. En 2020, la France est en 34e position et elle a reculé de 2 places par rapport à 2019. Une des raisons mises en avant par l'ONG parle des nombreuses violences de la police à l'encontre des journalistes pendant la crise des Gilets jaunes. On a vu d'ailleurs dans la première partie qu'on était libre de s'exprimer, par exemple, dans une manifestation. Pour autant, il y a quelque chose qui rend compliqué les mobilisations dans la rue. Je veux vous parler des violences policières. Des ONG comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme ou l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture pointent du doigt l'usage par les forces de l'ordre de violences disproportionnées, même s'il peut y avoir aussi de la violence du côté des manifestants. Il y a notamment l'usage abusif de flashballs comme les LBD 40, ayant causé de nombreux blessés et mutilés. Je pense par exemple aux 23 personnes ayant perdu l'usage d'un œil depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Il y a aussi le fait que les manifestations sont une démarche politique et une réponse de l'État par de la violence est tout simplement inacceptable en démocratie. Pour finir, il faut noter que les citoyens sont souvent dissuadés de manifester à cause de ces violences, ce qui les empêche d'exercer leur droit fondamental de manifestation. Nous l'avons dit, selon la formule de Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et surtout pour le peuple. Mais il est difficile de parler de gouvernement pour le peuple quand beaucoup de personnes sont dans des situations d'extrême pauvreté, que les inégalités sont particulièrement élevées et qu'elles continuent de s'aggraver. Citons quelques chiffres pour y voir plus clair. En France, les hommes les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les plus pauvres. Les 10% les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays. 7 milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres. Si quelqu'un avait pu économiser l'équivalent de 8 000 € par jour depuis la prise de la Bastille, il n'arriverait aujourd'hui qu'à 1% de la fortune de Bernard Arnault, qui est la première fortune française. Le nombre de milliardaires a été multiplié par 4 en 15 ans. En même temps, le taux de pauvreté parmi les Français a augmenté de 16%. La suppression de l'impôt sur la fortune et la baisse de la taxation des flux financiers a représenté 1,6 million de revenus supplémentaires pour chacune des 100 familles les plus riches du pays. A l'inverse, les 10% les plus pauvres n'ont rien gagné et ont même perdu parfois du pouvoir d'achat après les réformes fiscales d'Emmanuel Macron. Bref, les inégalités sont élevées et elles continuent de se creuser. On va aborder maintenant quelques points qui concernent les élections. Au moment de choisir un candidat, on doit comparer plusieurs programmes et on doit en choisir un.
Sauf qu'un programme, c'est une sorte de pack de propositions qui ne peuvent pas être choisies individuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les propositions qui nous dérangent, ni en ajouter d'autres qui seraient intéressantes. On est obligé de choisir le moins pire des programmes, ce qui signifie que le programme et le candidat qui arrive en tête ne vont même pas représenter correctement leur propre électorat. Le problème, c'est que ces mêmes programmes ne sont que partiellement respectés. Prenons le cas de Nicolas Sarkozy. Entre 2007 et 2012, le président a respecté à peine plus de la moitié de ses promesses de campagne. François Hollande, lui, a tenu parole pour environ 40% de son programme. Et il y a aussi le cas du référendum pour la Constitution européenne de 2005. 54% des Français ont voté contre. Et pourtant, 3 ans plus tard, Nicolas Sarkozy fait passer via le Parlement le traité de Lisbonne. Ce traité qui n'est rien d'autre que la même Constitution européenne, simplement sous une autre forme. On le sait, en France, les décisions ne sont pas prises directement par la population. On parle de démocratie représentative, car ce sont des personnes que nous élisons qui prennent les décisions à notre place. Mais ces mêmes représentants doivent être à l'image de chacun pour pouvoir défendre au mieux l'intérêt général. Or, il s'avère que les classes populaires sont très mal représentées par nos élus. Prenons par exemple les ouvriers et les employés. Ils représentent 48,8% de la population française. À l'Assemblée nationale, ils ne sont que 4,8%. À l'inverse, il y a aussi une surreprésentation de ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures. Elles représentent 80% des députés alors qu'il n'y en a que 17,1% dans toute la France. On voit donc que nos élus nous représentent assez mal, mais on pourrait penser que ça ne va pas les empêcher de défendre l'intérêt général. Pour s'en assurer, en démocratie, il est important de pouvoir contrôler l'action des élus. C'est d'ailleurs le philosophe Alain qui affirmait que la démocratie se base sur le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants. Or, les citoyens n'ont pas d'autre outil que les élections pour contrôler concrètement ce qui est décidé par nos représentants. Aucun mécanisme n'existe pour permettre, pendant un mandat, d'empêcher une décision qui serait très majoritairement rejetée. Il ne reste que les manifestations qui, nous l'avons vu, sont compliquées. Pour terminer avec les limites de notre démocratie, j'aimerais aborder le concept de majorité. On ne peut pas satisfaire la totalité de nos citoyens à chaque prise de décision. C'est pourquoi on a décidé de satisfaire le plus grand nombre de personnes. C'est ce qu'on appelle la majorité. On a donc basé tout notre fonctionnement politique sur ce concept de majorité. Or, si on ne fait qu'écouter la voix de la majorité, on oublie souvent la voix des minorités. Je veux parler ici, par exemple, des minorités ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques. Ces minorités ont difficilement la parole et sont très mal représentées. Or, en démocratie, ces minorités font partie du peuple. Elles doivent donc être respectées et écoutées au moment des prises de décision. Pour résumer, en France, nos médias ne sont pas libres et nous informent mal. Nos droits de manifestation sont entravés, les inégalités se creusent sans cesse, nous ne pouvons pas choisir précisément les mesures que nous voulons, nos élus ne respectent pas bien leurs engagements, ils représentent très mal la société, on n'a aucun contrôle sur leurs actions et pour finir, les minorités sont difficilement écoutées. Et encore, on n'a pas parlé des problématiques comme les lobbies, les sondages ou encore les datas qui, en l'état actuel, détériorent notre fonctionnement politique. Après tous ces constats, comment peut-on encore parler de démocratie ? Eh bien, nous allons voir de suite pour quelles raisons on dit que l'on est en démocratie. Pour comprendre pourquoi on parle de démocratie en France, il faut remonter à la Révolution française. C'est de ce moment que date notre fonctionnement politique avec des représentants du peuple élus par les citoyens. Pour autant, à cette époque, on ne qualifiait pas cela de démocratie. Et d'ailleurs, la démocratie était assez mal vue. Un des acteurs majeurs de la Révolution française, l'abbé Sieyès, était lui-même assez opposé à l'idée d'une démocratie pour la France. Je cite « Le peuple, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, ne peut agir que par ses représentants. » Mais alors, pourquoi parle-t-on maintenant de démocratie pour qualifier un système qui, quand il a été conçu, n'était pas considéré comme démocratique ? Le politologue Francis Dupuy-Derry a étudié la question.
il est arrivé à la conclusion que c'est à partir de la fin des années 1820 que les candidats aux élections ont commencé à se déclarer démocrates. Ils se présentaient ainsi comme plus proches du peuple. Cette technique a commencé à bien marcher aux États-Unis et, au fur et à mesure, de plus en plus de monde s'est déclaré démocrate. De sorte que, dès 1848, les hommes politiques étaient obligés de se qualifier de démocrates s'ils voulaient remporter une élection. C'est ainsi que, progressivement, le système politique basé sur un petit nombre de représentants a été qualifié de démocratie. De cette façon, on peut dire que le pouvoir en place gagne sa légitimité depuis un certain temps grâce aux élections et grâce au récit de la démocratie qui dit que le peuple se gouverne lui-même. On parle là de démocratie comme une idéologie qui légitime un ordre établi. D'ailleurs, le politologue Clément Viktorovitch indique qu'en France, on devrait qualifier plutôt notre régime d'aristocratie à légitimité populaire. Mais alors, faut-il critiquer et se plaindre en permanence de notre fonctionnement politique ? Je vous dirais que c'est important de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais qu'on peut aussi essayer d'imaginer et proposer ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation. Pour commencer, il y a l'idée du tirage au sort parmi des volontaires pour faire la loi ou au moins la contrôler. Les citoyens seraient formés et rémunérés pour leur permettre de se consacrer pleinement et efficacement à la tâche. Une autre idée serait de financer publiquement les médias qui informent et interdire la publicité pour qu'il n'y ait pas de course à l'audience ni de sensationnalisme. On devrait aussi donner la possibilité à tous les citoyens d'être à l'initiative de lois, étudier ensuite par le Parlement si assez de citoyens soutiennent la proposition via des pétitions ou des signatures en ligne. Il faudrait sans doute également réduire l'échelle de beaucoup de prises de décision politiques pour être au plus proche des situations locales. On peut penser que ce serait une bonne idée aussi de renforcer l'enseignement civique et politique dans les écoles, les collèges et les lycées pour préparer les jeunes à être acteurs du monde dans lequel ils vont vivre. Voilà quelques pistes, non pas pour vous dire ce qu'il faut faire, mais pour commencer à proposer quelques idées et que chacun puisse y réfléchir. Car comment réfléchir à une nouvelle démocratie si ce n'est pas de manière démocratique ? N'hésitez pas à donner vos propositions en commentaire et pensez à liker la vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Comme d'habitude, on vous laisse toutes les sources en description pour que vous puissiez creuser par vous-même tous les sujets qu'on a abordés. En attendant, on vous prépare plein de surprises sur la chaîne, donc pour ne rien rater, pensez à vous abonner et activer les notifications. Allez, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.